The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Eh bien, bonjour, bonjour à tous. On va laisser encore quelques minutes pour que tout le monde puisse se connecter dans de bonnes conditions. Je vais juste vérifier que vous m'entendez bien et que déjà vous voyez bien mon écran. Est-ce que c'est bien le cas pour tout le monde? Si certains d'entre vous peuvent me faire un petit retour par le chat de GoToWebinar. Écoutez, je vous propose que l'on débute, puisqu'il est maintenant 10 heures. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Merci de vous être inscrits aussi nombreux. Un petit clin d'œil à nos clients d'outre-mer qui se sont connectés également avec des heures un petit peu plus différentes de nous. Donc, merci également à l'équipe support. Merci à Tarek qui m'a aidé à préparer cette présentation et ma collègue Kim de notre service marketing. Et remerciements également à Socotec Construction, Sylvain Legal, qui nous a suggéré un très bon sujet technique autour d'un retour d'expérience qu'ils ont eu sur un contrôle notamment de structure avec des dalles nervurées. Petit rappel sur la bonne utilisation de GoToWebinar. Donc, les micros pour l'instant sont coupés pendant nos interventions. Vous pouvez bien sûr poser vos questions en direct via la petite zone de questions. Et ce webinaire sera donc enregistré et mis à disposition sur notre chaîne YouTube. Redécouvrons ensemble rapidement l'agenda de cette fin de matinée. Donc un petit mot de bienvenue que je vais vous adresser. Puis après, deux présentations techniques par mon collègue Tarek. Une première présentation, pourquoi SIA Engineer est le partenaire idéal des bureaux de contrôle. Donc on démontrera un certain nombre d'éléments, de fonctions qui permettent d'aller rapidement modéliser, contrôler, vérifier une structure, suivi d'une session de questions-réponses. Puis une seconde présentation qui sera plus dédiée à la modélisation, une fonction très particulière et particulièrement appréciée, qui concerne effectivement donc les dalles nervurées, en respectant les raideurs. Donc Tarek présentera également différents modèles pour bien vous représenter les possibilités de SIA et ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire sur ce type de présentation. Et je terminerai pour ma part avec un focus sur notre mode de licence et la modularité de SIA, sachant que l'objectif est de vous libérer vers 11h30. Donc, quelques mots sur SIA avant de passer le micro à mon collègue Tarek. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc nous sommes une entreprise qui est dédiée 100% au calcul de structure. Nous avons rejoint le groupe Nemetschek il y a maintenant une quinzaine d'années. Le groupe Nemetschek, c'est une société qui a été fondée dans les années 60, pionnière dans le domaine de l'OpenBIM et de l'édition de logiciels techniques pour la construction. On compte plus de 6 millions d'utilisateurs au niveau du groupe et le groupe est composé de 13 marques. Donc vous avez les logos des principales marques comme Graphisoft, Allplan ou SIA pour la partie calcul de structure. Le groupe Nemetschek compte 3000 employés répartis dans plus de 40 pays. Concernant SIA, notre entreprise a été créée dans les années 70, en 1974 exactement. Donc, comme je le disais précédemment, nous sommes 100% dédiés au calcul de structure.
un peu plus de 120 employés actuellement. Et donc, nous avons rejoint le groupe Nemetschek en 2006. Quelques grandes dates, quelques balises en termes d'innovation au niveau de SIA. 2005, l'intégration des Eurocodes. On a cru très tôt au nouveau règlement européen. 2008, l'Open BIM, qui nous donne aujourd'hui la possibilité d'à la fois importer ou d'exporter des modèles IFC, avec également une, une certification, bien évidemment. D'ailleurs, il faudra qu'on remette à jour les formats sur cette diapo. Des solutions dans le domaine du béton fibré il y a maintenant 4 ans. Et en 2020, une solution spécifique qui a été lancée avec SIA Autoconverter pour combler le fossé entre les modèles de calcul et les modèles de dessin. Où est-ce que nous sommes implantés? Essentiellement en Europe. Comme vous le savez, notre siège est à Hasselt, en Belgique, et nous avons différents bureaux, dont un également, bien sûr, en France. Donc là, je vous laisse redécouvrir notre équipe française avec l'équipe technique sous la direction de mon collègue Jade, l'équipe support, dont Tarek fait partie, et puis également, effectivement, Dimitri, Marco, Marina et Michele, ainsi que notre collègue Marco, qui est responsable produit. Et l'équipe commerciale avec Sylvia, Delphine, Namtam et moi-même, et notre collègue Thibault, qui est en charge de la partie export. Le portfolio de SIA, il est relativement simple. 3 solutions de calcul de structure. SIA Ingénieur, logiciel de calcul de structure multimatériaux, multinormes, dont nous allons présenter un certain nombre de fonctions ce matin. SIA Autoconverteur pour le travail collaboratif et également IDEA Statica, un logiciel que nous revendons qui permet de faire des calculs relativement complexes en connexion, assemblage, construction métallique, également en détail en béton armé. Avant de donner le micro à Tarek, quelques-unes de nos références, donc je vais aller relativement rapidement sur cette partie-là. On a en fait des références dans l'ensemble des domaines de la construction, que ce soit des groupes de bâtiments publics, la construction métallique, où nous sommes très connus, la partie génie civil, ouvrage d'art, l'engineering, les bureaux d'études, les centres d'expertise et bureaux de contrôle, dont Socotec que je citais au niveau de mon introduction, les bâtiments modulaires, la préfabrication industrielle, les façades, la partie silo, échafaudage également, on a de très bonnes références, le stockage et rayonnage, et puis également dans le domaine de l'énergie, de l'industrie et de la mécanique, sans oublier effectivement les écoles d'ingénieurs et universités que nous équipons. Alors, SIA Ingénieur, pour quel type de projet? C'est une question que nous avons très souvent. En fait, on a une formidable polyvalence au niveau des matériaux. Donc, on peut faire des structures en acier avec des profilés à chaud, profilés à froid, des structures en aluminium, en béton armé, béton fibré, béton précontrainte, le bois, la maçonnerie, des éléments métallo-textiles, des structures mixtes acier-béton et éventuellement du verre structurel. Donc, ce qui vous donne une couverture en termes de matériaux quasiment la plus large du marché. L'idée, c'est de pouvoir répondre à toutes vos demandes en fonction, bien sûr, de vos projets et de ne pas être obligé de changer de logiciel en fonction des matériaux que vous auriez à calculer. La couverture réglementaire, elle va dépendre effectivement du matériau. On y reviendra effectivement avec Tarek tout à l'heure, sur la partie béton armé notamment. Concernant le type de structure, là également, c'est très varié, que ce soit des bâtiments, des ouvrages d'art, des ouvrages spéciaux, des ouvrages de stockage. Vous avez la possibilité de les faire. Et pour ceux qui ont déjà eu en main ce document, là, vous avez la couverture de notre User Contest Book, un book que l'on fait tous les 2 ans, qui contient plus d'une centaine de projets qui ont été réalisés par nos clients, soit dans le domaine du bâtiment, comme l'ouvrage que vous retrouvez là avec un formidable porte-à-faux, soit dans le domaine de l'ouvrage d'art, pour le deuxième chapitre, soit dans le domaine effectivement de la partie plutôt industrielle, avec notamment des structures en construction métallique. Et puis les ouvrages spéciaux que j'apprécie tout particulièrement avec des structures mixtes métal-bois. Donc après ce mot d'introduction, on va attaquer sur la première présentation, effectivement, première partie technique. Pourquoi SIA Ingénieur est le partenaire idéal pour un bureau de contrôle? Donc, je vais donner la main à mon collègue Tarek, qui va reprendre cette présentation. Et je vous dis à tout à l'heure pour la deuxième partie. Merci Patrick. Donc, comme Patrick l'a mentionné tout à l'heure, je vais vous présenter en fait 2 parties aujourd'hui. On va commencer par le premier sujet qui est la réalisation plus efficace des tâches quotidiennes avec SIA Ingénieur et ensuite
plus tard dans ce webinaire-là, on va parler des dalles nervurées d'Ancien-Ingénieur. Donc, pour la réalisation plus efficace, on va notamment parler de la saisie rapide de la structure, une notion de vérification rapide des données, le contrôle des contraintes et des déplacements, la vérification de l'intégrité du modèle et enfin, on va parler de l'édition de la note de calcul. Donc, concernant le premier sujet qui est la saisie rapide d'une partie de la structure, qui semble en fait la plus critique, il y a maintenant dans la nouvelle interface de C-Ingénieur la possibilité de personnaliser les raccourcis des opérations que vous allez le plus souvent utiliser. Vous pouvez le voir dans cette petite image en bas à gauche, donc je vais bien sûr vous montrer ça tout de suite dans C-Ingénieur également. Vous pouvez mettre à la suite les opérations que vous allez utiliser le plus souvent et donc vous pouvez y accéder très rapidement et très facilement avec cette nouvelle barre. Ensuite, il y a également une nouvelle astuce pour une modélisation plus rapide. C'est en fait le nouveau Marking Menu, qui est en fait un menu de raccourci qui est disponible directement dans l'interface en cliquant sur le bouton Alt et le bouton gauche de la souris. Et vous allez avoir notamment, par exemple, les possibilités de tout de suite renseigner des opérations comme des appuis, des dalles ou des barres, etc. Et donc, pour montrer ça plus clairement, je vous propose de passer directement dans CI Engineer. Donc là, je passe par un projet vide et comme vous voyez en bas, j'ai cette petite barre qui s'appelle mon poste de travail avec cette petite icône sous forme de cœur et je mets à la suite les opérations que je vais utiliser le plus souvent. Donc, je peux commencer par exemple par une grille 2D. Je vous propose donc d'essayer de modéliser une structure, un hall en acier simple. Donc, je vais prendre une grille 2D. Je vais simplement renseigner l'espacement dans les deux directions et le nombre de répétitions. Donc, par exemple, dans la direction X, je vais dire 8 mètres répétés 2 fois, par exemple, et dans la direction Y, 5 mètres répétés 5 fois. Et il vous donne un aperçu de cette grille. On clique sur OK. Là, on va éditer un petit peu l'affichage de celle-ci. Je garde les paramètres par défaut et je peux placer ma grille à l'origine. Ensuite, du moment que j'ai créé ma grille, je peux aller par exemple dans des blocs catalogues. Donc, imaginons qu'on a l'habitude de créer des portiques par exemple à partir de ce type de bloc préexistant dans SIA. Je peux choisir un bloc 2D, donc de portique 2D classique. Et là, il suffit de renseigner quelques sections. Donc, je peux prendre par exemple un IPE 330, on va dire, que je vais utiliser pour les poteaux. Donc, je vais appeler ça poteau. Ensuite, je peux prendre un autre IPE, l'IPE 300 par exemple, pour les traverses, on va dire. Pardon. Ouais. Donc, pour les traverses, décidément, désolé, voilà, on va cliquer sur OK. Et là, donc, on a déjà deux sections et on doit simplement choisir les dimensions de notre portique et vous voyez les paramètres affichés à l'écran. Donc, je peux mettre par exemple 16 mètres pour la largeur, 8 mètres 50, on va dire, pour la hauteur et 0,5 pour la hauteur supplémentaire au faîtage. Et là, il suffit de sélectionner les sections, donc poteau pour le type poteau et traverse pour le type poutre. Je clique sur OK et je peux donc rapidement placer ce portique dans ma structure. Et donc, je peux ensuite sélectionner tout ça et faire une opération de copie multiple. Donc, vous voyez dans ce petit trou qu'on a en bas à gauche, on a différents menus, dont le menu structure qui apparaît à la verticale, qui contient les opérations géométriques comme les copies multiples. Donc là, je peux dire que je veux 5 copies, répétées donc dans la direction Y, avec un intervalle de 5 mètres à chaque fois. Et comme ça, j'ai déjà tous mes portiques. Ensuite, je vais passer par des éléments barres et j'ai placé dans ma petite barre de raccourci des types barres, poteaux, etc. Donc, je vais prendre une petite barre ici et je propose donc de créer une nouvelle section pour des pannes, en fait. Donc, je vais prendre un IPE 200, par exemple, pour des pannes. Voilà. Et je peux facilement venir me connecter en haut du poteau, au sommet du poteau, par exemple au quart de la traverse, au milieu, trois quarts, et au faîtage. Et là, je peux garder ces éléments sélectionnés et je fais rapidement une petite symétrie. Voilà. Et donc, j'ai rapidement créé mes premières pannes et je peux toutes les sélectionner d'un coup avec une propriété commune. Donc, en fait, vous voyez la section panne. Si je fais un clic droit dessus et agrandir la sélection, il me sélecte tout de suite toutes ces pannes-là. Et donc, je peux à nouveau faire une copie multiple.
Donc, je vais répéter plutôt 4 fois cette fois-ci et j'aurai mes pannes sur tout le bâtiment. Donc, vous voyez comment on a rapidement pu modéliser cette structure. Bien sûr, on aurait pu placer un plancher, etc., pour reproduire ce que nous avons dans le projet complet que je vais vous montrer dans un instant. Mais je vais aussi vous montrer donc le Mapping Menu, la petite astuce qui a été développée dans cette nouvelle version de CEngineer. C'est en fait en cliquant ici donc sur Alt et le bouton droit, il vous ouvre ce menu. Et je peux aller ici choisir par exemple des appuis au nœud. Je peux choisir un type rotulé par exemple. Je clique sur OK et je sélectionne rapidement tous mes pieds de poteau et j'ai les appuis qui sont prêts. Voilà, et quelques petites notions supplémentaires. Si nous allons placer des charges pour ce type de structure, on peut passer donc par des éléments fictifs qu'on appelle des panneaux de charge, des éléments surfaciques sur lesquels on va placer nos charges. Donc, j'ai déjà placé ici ce raccourci pour les panneaux. Et donc, je peux dire que je veux transférer les charges dans la direction Y, par exemple. Ceci va permettre de transférer les charges vers les pannes. Vous voyez cette petite flèche ici. Voilà. Et donc, si je veux créer des charges, vous avez le propre qui est créé par défaut. Et on va rajouter ici, par exemple, une charge G qui est de type permanent et une charge Q, par exemple, de type variable. Et là, si je veux créer ma charge, j'ai également rajouté un raccourci pour les charges surfaciques. Je peux mettre, par exemple, moins 2 kN par mètre carré, 200 kg, dans le repère global dans la direction Z, donc à la verticale, et j'obtiens ces charges-là. Donc voilà un petit peu pour la possibilité de modéliser rapidement dans CEngineer, et je vais revenir dans mon petit diapositif pour passer au sujet suivant, qui est en fait la possibilité de détecter et corriger rapidement des nœuds doubles ou des barres doubles. Parce qu'en fait, dans CEngineer, vous avez ce qu'on appelle le contrôle des données structurelles, qui va donc contrôler toutes ces informations-là et vous proposer d'automatiquement corriger celles-ci. Donc, prenons un exemple directement dans le logiciel. Ici, par exemple, si je lance le contrôle de la structure, vous voyez, il va rechercher les barres de longueur nulle, les barres doubles, les nœuds doubles, etc. Je clique sur contrôle. Il n'a rien détecté dans ce cas-là. Mais imaginez que j'ai créé ici une barre qui serait au même endroit que cette barre existante et je lance mon petit contrôle. Il détecte une barre double et il me propose l'option de supprimer celle-ci. Donc, si je clique sur continuer, il va supprimer cette barre double et là, je ne clique qu'une seule barre. D'accord? Et donc, ensuite, le sujet suivant, c'est la possibilité de contrôler les contraintes et les déformations dans CEngineer. Donc, en fait, il y a la possibilité de vérifier celle-ci graphiquement, comme vous pouvez voir sur cette image-là, avec une palette de couleurs. Donc, ceci représente les déplacements 3D de la structure avec la vraie forme de la section. Et on peut aussi voir ça sous forme de tableau dans une sortie sous forme d'aperçu ou de tableau. Donc, si je passe directement à CEngineer pour vous montrer cette partie-là, je vous propose de passer dans un projet existant. Donc, c'est également un hall en acier dans lequel, vous voyez, j'ai des éléments qui ne sont pas répétitifs. Les contreventements ne sont pas placés aux mêmes endroits, que ce soit les contreventements verticaux ou en toiture qu'on voit ici, ou bien les contreventements aussi du plancher. Donc, c'est une structure qui est donc pas évidente à contrôler en 2D, donc il faut passer par ce type de structure en 3D. Donc pour celle-ci, j'avais déjà lancé le calcul et donc j'ai déjà les résultats qui sont disponibles dans ma petite barre de raccourci. Un de ces résultats peut être en fait la déformation 3D. Donc la déformation 3D, quand je la choisis, on va me proposer à droite de la montrer. Donc, on peut choisir pour quel cas de charge on veut visualiser cette déformation, etc. Donc là, si je le demande pour le code propre, je régénère. J'aurai à droite donc cette palette de couleurs. On va voir la déformer ici. Donc, si on veut plus facilement la voir, on pourrait éventuellement, dans les paramètres d'affichage, cacher la position initiale. Et là, on n'aura que cette vue-là. D'accord?
Et on pourrait, comme montrer dans l'image, ne pas la montrer sous forme filaire, mais plutôt avec la vraie géométrie. Ça prend un peu plus de temps, mais c'est peut-être un peu plus parlant. Et donc, l'objectif de ces déplacements 3D, c'est de voir comment se comporte la structure et pour voir si tous les éléments donc c'est un moyen de vérifier si tous les éléments sont bien connectés l'un à l'autre. Donc, ça va juste prendre encore un peu plus de temps. Et on va retrouver ce qu'on a vu tout à l'heure. Et évidemment, on peut changer l'échelle pour visualiser plus clairement les résultats. Donc là, vous voyez la forme de la déformée en 3D. Avec les couleurs rouges, on a les déformées les plus grandes, arrivant à 2,9 mm sous poids propre. Et l'échelle peut être changée à ce niveau-là. Donc, elle était un peu exagérée. Si je mets une échelle plutôt égale à 1, on va voir que c'est réduit. Donc, c'était un peu ça pour les déplacements 3D. Si je réaffiche un petit peu, par exemple, la ligne système, la position initiale, je vais plutôt maintenant vous montrer les contraintes 3D qu'on peut demander. Par exemple, je peux faire un filtre, dire actuel, et je montrerai ça que, par exemple, pour le premier portique, on va dire. Donc là, je peux demander la contrainte, par exemple, équivalente de von Mises. Je régénère et j'aurai également une forme en 3D des sections. Et voyez donc comment la répartition des contraintes est représentée le long de la barre et aussi selon la hauteur de la section. Vous voyez qu'elle peut être variable. Donc, c'est un moyen de vérifier rapidement la contrainte maximale retrouvée dans les barres. Voilà. Donc, pour le sujet suivant, on va passer maintenant à la vérification de l'intégrité du modèle. C'est un peu différent de la vérification du contrôle des données, parce que le contrôle des données, c'est simplement pour vérifier si la modélisation est correcte, s'il y a des nœuds qui sont doubles, etc. Alors que là, on va vérifier si les hypothèses prises sont les bonnes. Donc, on va vérifier à travers la visualisation si les relâchements sont bien placés, si on a bien les bonnes conditions limites avec les appuis, si les éléments barres sont bien connectés. On va également peut-être vérifier les charges générées, etc. Donc, je vous propose de passer à nouveau dans Ingénieur pour voir ceci. Donc, je vais cacher les résultats. Là, on voit bien les appuis qui sont créés. Bien sûr, si on en sélectionne un, on peut voir son type, est-ce qu'il est rotulé, encastré, glissant, ou bien est-ce qu'il est personnalisé. Ensuite, pour vérifier, par exemple, les rotules, on peut afficher les données de modèle et on les voit sous cette forme-là. Et donc, en fait, si on sélectionne la rotule, on peut voir que là, c'est le phi Y, la rotation autour de l'axe local Y et la rotation autour de l'axe local Z qui sont libérés. Et c'est des deux côtés. Donc, on voit bien que les deux côtés de cette panne sont rotulés. Donc, on peut également faire un filtre, comme tout à l'heure, pour vérifier si partout nos rotules sont créées avec les deux côtés, ou bien juste un côté, aussi bien si on a bien la rotation Y qui est libérée partout. Ouais. Une autre astuce, c'est de vérifier si les barres sont bien connectées avec cette petite représentation avec les deux lignes rouges qui, par exemple, ici nous indique que ce poteau est bien connecté à cette traverse dans ce nœud interne qui a été créé au niveau de la traverse. Et une dernière chose pour les contreventements, c'est qu'on peut également vérifier si on a bien défini ça comme un contreventement qui reprend que de la traction seule en calcul non linéaire. On peut vérifier ça avec ces petites flèches qui sont représentées sur la barre. Vous voyez que le type, c'est traction seule. Et pour le calcul linéaire, on pourrait ici voir ce petit cercle qui indique en fait que cette barre travaille en force axiale seule. Donc, dans le calcul linéaire, on ne peut pas empêcher la reprise de la compression quand même, mais on peut indiquer que la barre ne reprend que des efforts internes axiaux. Voilà. Et donc, en ce qui concerne plutôt le chargement, donc si j'affiche la structure en entier avec les panneaux que j'avais un petit peu cachés, je peux afficher les charges. Et par exemple, je peux prendre la charge G. Et pour celle-ci, si je montre que les charges classiques, les charges originales, on ne voit que les charges en vert, en fait, qui sont des charges surfaciques placées sur les parois verticales et sur les panneaux
horizontaux en plancher et les panneaux de la toiture. Et on a quelques charges linéaires qui étaient directement créées sur les barres. Si on affiche par contre les charges générées, on va les voir en orange. On va vérifier du coup comment il a transféré les charges vers les barres ou vers les poteaux. Donc c'est également un moyen de vérifier si tout est bien transféré. Et une dernière chose intéressante, c'est de vérifier le paramétrage du flambement en amont du calcul ou de la vérification. Donc, si je prends une panne, par exemple, je peux aller vérifier les longueurs de flambement à ce niveau-là. Donc, vous avez cette fenêtre qui va vous représenter quels sont les points de stabilisation pour le flambement Y, le flambement Z et pour le déversement, par exemple. Et donc là, vous pouvez voir si l'utilisateur avait décidé de laisser le logiciel calculer les coefficients de flambement ou bien est-ce qu'il a imposé lui-même parce qu'on a l'option de rentrer nous-mêmes le coefficient de la longueur de flambement, etc. Et donc, on peut voir également si on a défini ça à nœud déplaçable ou pas. Donc, si on voit la petite croix, c'est un nœud non déplaçable. Avec plutôt des flèches, c'est un nœud, pardon, avec la croix, c'est non déplaçable. Avec la petite flèche, c'est déplaçable. Donc, voilà un petit peu pour la vérification du contrôle, pardon, de la modélisation dans Engineer. Ensuite, on va passer à l'édition de la note de calcul avec les trois différents niveaux de détail. Donc, en fait, SIA vous propose une sortie brève du contrôle, comme celle-ci, par exemple, pour un contrôle acier à leur code 3. Il va juste vous donner la valeur maximale du contrôle obtenu. On a également une sortie résumée dans laquelle vous allez avoir un peu plus d'informations comme les valeurs des efforts internes à ce niveau-là et le contrôle de chaque catégorie, la compression, la flexion, l'effort tranchant, etc. Et la sortie détaillée, qui est une sortie où on a beaucoup plus d'informations avec notamment les références aux eurocodes et aux formules utilisées. Et comme vous voyez, il va vous indiquer clairement comment chaque paramètre est calculé. Ça peut être assez intéressant, donc c'est très transparent. Vous pouvez tout vérifier. Aucun paramètre ne sort de nulle part, en fait. Voilà. Donc, si je retourne dans SciEngénieur, je peux vous montrer un exemple de ceci. Si je vais dans le menu acier, je peux ici aller demander le contrôle à l'EAU. Je vais demander par exemple ce contrôle avec un filtre par section et le demander que pour les poteaux. Et je vais demander d'abord une sortie brève. Je régénère, donc j'aurai une sortie graphique qui va déjà me donner une idée du contrôle. La couleur verte indique que le contrôle est vérifié. Le gris montre que ces barres sont un peu surdimensionnées, c'est une valeur de contrôle très faible, et la valeur maximale est 2,69, on voit ici. Donc si on demande un aperçu, on va voir la sortie brève que j'ai mentionnée tout à l'heure, avec juste l'indication de la barre où on a trouvé ce contrôle, quelle est la section utilisée et quel est le contrôle maximal entre le contrôle en section et le contrôle en stabilité qui sont réalisés et quelle est la combinaison qui a donné ce contrôle. Si je demande une sortie résumée, là, j'aurai donc un peu plus de détails et ce principe est applicable partout, que ce soit pour un contrôle aluminium, un contrôle béton ou bois, etc. Et donc là, vous avez, vous voyez, le type de section utilisée, les efforts internes et la classification de la section, le contrôle du flambement, du moment de flexion, etc. Et le dernier degré de détail, c'est la sortie détaillée avec tableau et formule. Donc là, si je régénère, j'aurai tous les détails comme mentionné précédemment. Voilà, donc ici, vous voyez, vous avez les paramètres utilisés, les questions de sécurité, les propriétés du matériau utilisé, les efforts internes, comment il a classifié la section avec la référence au chapitre de l'Eurocode, à l'article de l'Eurocode, la traction, comment elle est contrôlée, et vous voyez comment chaque résistance, chaque paramètre est calculé avec la formule correspondante. Donc, c'est pareil pour les autres types de contrôles et même pour le contrôle de stabilité. Il va vous montrer, par exemple, pour le déversement, quels sont les différents paramètres, la longueur de déversement, quelle est la valeur du moment critique calculée,
et avec les formules en dessous. Voilà, et pour le voilement, c'est le même principe. Et donc, ce degré de détail, on peut le retrouver dans la note de calcul finale que nous allons produire. Donc, cette note de calcul de SIA qui est personnalisable vous permet de créer et d'introduire ce que vous voulez dans cette note. Et vous allez bien sûr pouvoir l'exporter après en PDF ou en Word. Et si je vous montre par exemple une des particularités de cette note, c'est qu'en fait, l'image que vous introduisez ici, c'est une capture d'écran du projet, mais c'est une image dynamique. Donc, si on fait une modification, si on essaie de faire une rotation, il va mettre à jour cette image directement dans notre calcul. Vous n'avez pas à la réintroduire à nouveau. Une autre particularité, c'est par exemple si on met un tableau des cas de charge et en sous-chapitre, on met une image de la structure, il va vous créer pour chaque ligne, donc pour chaque cas de charge, l'image correspondante. Donc ça vous évite d'introduire l'image une à une. Vous voyez, donc ça c'est l'image pour la charge variable Q, ça c'est pour l'image pour la neige, etc. Et donc pour le contrôle en lui-même, par exemple si je passe dans le contrôle ALU, je peux sortir un contrôle graphique pour les poteaux. Et en fait, il va lui-même isoler les poteaux et cacher le reste. Et dans la sortie, en elle-même, on peut choisir le degré de détail. Est-ce qu'on veut que la sortie soit détaillée? Donc ici, par exemple, dans mon cas de figure, j'avais demandé une sortie détaillée, mais c'est le même principe que dans l'interface principale. Vous pouvez revenir ici et changer le degré de détail et ça mettra à jour votre sortie. Donc voilà en résumé pour les degrés de détail pour la note de calcul. Donc je vais revenir dans mon PowerPoint et on va maintenant passer en fait aux questions si vous en avez. Je vais essayer de vérifier dans le chat si on en a déjà. Tarek, de mon côté, Oui, moi j'ai une question. Tu m'entends oui, bien? je t'entends bien. Voilà, deux petites questions. Est-ce Oui, que la visualisation des conditions limites de flambement et déversement que tu as oui, fait voir sur des éléments de type plancher, est-ce que oui, tu pourrais nous refaire voir la même vue et plutôt pour des poteaux, les bien poteaux sûr, multi-étagés? tout Voilà. à fait. Voilà. Donc si je prends l'exemple de ce poteau-là, on va avoir cette vue-là. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va détecter les nœuds internes qui sont créés à la connexion avec d'autres barres. Ils vont être représentés par ces petits triangles rouges. Et en fait, les triangles avec des traits complets sont des points de stabilisation actifs, alors que les triangles avec les traits tirés ici, ce sont des points inactifs. Donc là, du pied de poteau au plancher, c'est une seule travée. Et ensuite, du plancher jusqu'à la tête du poteau, c'est une seule travée. Parce que là, les listes que j'ai créées ne tiennent pas le poteau dans la direction locale Y. Donc, le logiciel arrive à détecter automatiquement s'il y a bien des barres dans cette direction qui peuvent le stabiliser. Alors que dans la direction Z, en fait, on a des listes, donc les poutres de sangle, qui, elles, tiennent le poteau dans cette direction-là et par défaut, ils sont actifs. Donc, éventuellement, l'utilisateur pourrait les décocher si, de la part de son expérience, il sait que voilà, ces sections sont peut-être très petites et ne vont peut-être pas vraiment tenir la barre. Donc, on a l'option de désactiver ça manuellement et d'enregistrer cette configuration sous un nom pour l'appliquer pour d'autres poteaux similaires. Et on a le même principe que pour les pannes. Voilà, on peut demander le calcul du quotient de flambement ou bien on peut l'imposer manuellement. Ok, bah écoute, merci pour nous avoir refait voir cette fonction qui est quand même bien pratique pour le coup pour faire un check sur la partie flambement et déversement. On a une question dans le chat concernant les liaisons avec IDEA. Je ne sais pas si tu Oui, la vois. non, j'ai pas lu celle-là. Ah oui, est-ce que SIA 22 est compatible avec IDEA Certificat 22? Donc la dernière version de SIA, c'est la version 21.1 et elle est effectivement compatible avec IDEA. Et donc vous avez la nouvelle fonctionnalité qui est le checkbot, qui est un nouvel outil utilisé par IDEA pour l'échange avec les différents logiciels. Et donc cette nouvel outil est implémenté dans l'échange entre SIA et IDEA. Et vous pouvez toujours utiliser aussi l'ancienne méthode, mais voilà, la nouvelle méthode est assez efficace. Et on a déjà un webinaire là-dessus. On pourrait éventuellement vous envoyer le lien pour le, pour le voir plus tranquillement après en détail.
Ah oui, il y a aussi une question, comment ajouter des éléments dans le ruban personnalisé? Effectivement, vous avez bien raison de le noter. Donc, donc si je reviens dans ma petite barre ici, imaginez que vous voulez mettre les combinaisons, par exemple. Donc là, je vais chercher les combinaisons dans le petit spotlight en haut qui permet de retrouver facilement une fonctionnalité que vous ne connaissez pas, ou vous ne savez pas où est son emplacement. Vous cliquez sur la fonctionnalité et vous la faites déplacer juste en bas. Et là, par exemple, je peux mettre les combinaisons, on va dire, entre le panneau de charge et les charges surfaciques. Je la lâche ici et là, donc j'ai cette icône dans ma barre personnalisée. Et peut-être qu'il y a une dernière question dans le contrôle de la flèche. Est-il possible de faire des calculs de résistance au feu dans SIA? Donc, OK. Pour l'acier, oui. Pour le béton également, on a cette option. Je vois pas cette question, Patrick, mais voilà. Pour la résistance au feu, c'est possible dans SIA, il faut quand même en amont, dans par exemple les paramètres du projet. Vous avez des fonctionnalités qui sont pas actives par défaut, donc si vous voyez pas le contrôle au feu, il faut venir l'activer ici. Donc en l'activant ici, on aura un nouveau menu dans la partie acier qui sera le contrôle au feu que vous voyez ici. Ouais. Après, concernant les modules, on pourra vérifier dans un deuxième temps après la visio si la licence que vous avez pour la personne qui a posé la question dispose bien de cette option de contrôle au feu. Normalement, sur les éditions traditionnelles acier, oui, mais il vaut mieux le vérifier sur la licence. Mm. Alors, je pense qu'on n'a pas d'autres questions. Est-ce que tu en vois d'autres de ton côté, Tarek? Non, pas de mon côté. On pourrait vérifier aussi à la fin du webinaire éventuellement, mais voilà, je peux peut-être te passer la main. Donc si Ouais. Bah, écoute, merci pour cette première je t'en prie, partie. voilà, Et je donc, te laisse j'attends la main. que. OK. Est-ce que vous voyez bien le bon écran pour le coup? L'écran 1, normalement, c'est bon. Vous devez voir donc effectivement une dalle nervurée sur le haut de mon écran. Donc, on va passer à la deuxième partie, plutôt colorée béton armé pour le moins, en reprenant effectivement donc un retour d'expérience qui nous a été proposé par Socotec Construction, par Sylvain Logal, expert parasismique, structure béton et modélisation au sein de Socotec. Donc le retour d'expérience et l'élément qui était vraiment apprécié par Socotec Construction concernait l'aspect de modélisation et d'exploitation des résultats d'anciens ingénieurs, donc concernant notamment la partie type nervure, une spécificité de SIA qui permet bien sûr avec un maillage adapté suffisamment fin et de bonne configuration d'avoir une très bonne modélisation de ce qui se passe au niveau de la table de compression. Qu'est-ce qui peut être mobilisé au sein de la table de compression et notamment d'apprécier le respect de la raideur. C'est toujours un élément toujours un petit peu délicat quand on mixe ce type d'éléments entre les éléments filaires avec les excentrements que l'on aura par rapport à l'élément coque. L'objectif étant bien sûr d'avoir la meilleure modélisation pour pouvoir correctement analyser les sollicitations et puis bien sûr vérifier la partie dimensionnement béton. Donc, je remercie de nouveau Sylvain Legal pour ce retour d'expérience et ce commentaire. Et Tarek, ben, écoute, je te propose de reprendre la main pour le coup et nous faire voir, je dirais, cette deuxième partie de la démonstration concernant plus les dalles nervurées. Merci Patrick. Donc je vais repartager mon écran. Donc concernant les nervures d'anciens ingénieurs, au niveau de la modélisation en elle-même, on a plusieurs possibilités. Le logiciel vous permet de créer celle-ci d'une manière assez automatique ou bien d'une manière un peu plus manuelle. Donc, on voit ici à l'écran un exemple simple d'une dalle nervurée. On voit bien les nervures en dessous de la dalle. Donc, je vous propose de passer directement dans SIA Ingénieur pour voir comment on pourrait modéliser celle-ci. Donc, je pars à nouveau d'un projet vide et dans ma petite barre personnalisée, j'ai également créé la dalle nervurée comme raccourci. Donc, qu'est-ce qu'on doit définir dans ce cas-là? Il faut simplement définir l'épaisseur de celle-ci et le matériau choisi donc parmi la liste des matériaux standards aux Eurocode. Et la particularité de celle-ci, c'est qu'en fait, elle va vous permettre de créer directement les nervures avec
plusieurs moyens d'insertion. Ça peut être fait à travers une certaine distance, donc un intervalle entre une nervure et l'autre, ou bien avec un nombre. Donc, selon les dimensions de votre nervure et le nombre que vous souhaitez placer, il va lui-même spécifier un certain espacement. Ça peut être fait aussi à partir de la largeur de la nervure ou d'une manière assez générique. Si je prends l'exemple de la position distance, il y a un premier décalage qui peut être créé. Donc, on peut ne pas créer la première nervure directement sur le bord de la dalle, par exemple. Et on peut également échanger les décalages dans le sens où le premier décalage, il va être du côté, de l'autre côté de la dalle. Donc, c'est plutôt le dernier décalage qui va le définir, par exemple. Et donc, je reviens avec premier décalage nul. La distance, imaginons qu'on prenne une distance de 2 mètres entre deux nervures. On peut également choisir si la première nervure va être créée ou pas. Également, on a le choix pour la dernière nervure aussi. Concernant l'alignement, on a également 3 choix. La nervure pour être centrée par rapport à la dalle, comme on le voit dans cette petite illustration, ou bien elle peut être alignée en bas, comme ici, avec la retombée, ou bien en haut de la dalle. Mais bien sûr, dans la plupart des cas, on va avoir une retombée, donc on va plutôt mettre alignement bas. Donc, je vais simplement cliquer sur OK. Et là, je vais prendre mon premier point, mon deuxième point. Je vais juste faire une nervure rectangulaire avec une vue de dessus, comme ça. Voilà. Je fais un échappe, je ferme mon contour. Et là, il va falloir choisir la section à utiliser. Donc, vous pouvez prendre, bien sûr, une section rectangulaire classique. Il faut savoir ici que cette section, comme on a un alignement bas, c'est juste la section de la retombée. Donc, il ne faut pas également prendre la partie qui se retrouve dans la dalle. C'est une des erreurs qu'on retrouve de temps en temps dans la modélisation des nervures. Donc, si vous avez une retombée de 200 mm, ici, au lieu de prendre 400 par 300, il faut prendre une hauteur de 200, puisqu'il y a déjà les 200 mm de la dalle. Voilà. Et la forme de la nervure, elle peut être automatique, ou bien on peut nous-mêmes dessiner cette largeur collaborante, qui peut être d'une forme en T symétrique, avec un côté, si la dalle est à droite, donc ça sera plutôt une forme en L, dalle à gauche également de l'autre côté. Ça peut être également une forme en T, mais asymétrique, avec dalle asymétrique. Avec automatique, c'est le logiciel qui va le calculer automatiquement, comme on va le voir dans un instant. Et on va cliquer ensuite sur OK. Et donc là, il vous a créé du coup 2 nervures. Si je montre les volumes, on voit bien les 2 nervures qui ont été créées. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer si je change la distance, le décalage, je vais mettre plutôt 1 mètre, il va pouvoir créer une troisième nervure intermédiaire. Voilà. Et si jamais on veut changer l'orientation, parce qu'en fait, l'orientation, elle est basée sur l'axe local Y de la dalle, il va falloir faire une rotation du repère local de la dalle. Donc, si je veux créer des nervures de l'autre côté, je peux faire une rotation de 90 degrés. Et là, en fait, les nervures seront créées plutôt dans cette direction. Si je prends l'exemple plutôt d'une modélisation manuelle, donc je vais supprimer celle-ci, je vais prendre une dalle classique, à nouveau avec une épaisseur de 200 mm, je dessine ma dalle. Cette fois-ci, en fait, on va devoir créer les nervures avec l'option nervure nous-mêmes. Donc, à nouveau, il va falloir choisir l'alignement bas, haut, etc. et la forme de la nervure. Et on va la modéliser. Ça peut être donc aux 3/4, au point milieu, au quart, etc. Et donc, si je mets l'affichage en volume, voilà. Donc, on va pouvoir retrouver la même chose, mais d'une manière plus manuelle. Et donc, cette fois-ci, on ne peut pas automatiquement changer les nervures. Il faut les changer manuellement si besoin. Et là, je vais juste montrer qu'est-ce qui se passe si plutôt je sélectionne cette nervure-là et je dis que je veux un alignement au centre, cette nervure sera, là j'ai mis haut, pardon, cette nervure sera placée au-dessus. Si je mets centre, elle sera centrée par rapport à la dalle. On reviendra plutôt à une poutre classique, mais on aura la différence qui se trouve plutôt au niveau de la largeur collaborante. Donc, en parlant de cette largeur collaborante, en fait, comment est-ce qu'elle est calculée dans SIA? Il y a d'abord le calcul de la largeur, de la longueur efficace
de la poutre, de la nervure, qui va dépendre de sa position. Est-ce que c'est une poutre simplement appuyée? Est-ce que c'est une travée de fin? Est-ce que c'est une travée intermédiaire ou bien un porte-à-faux? Donc, pour chacune parmi elles, la longueur efficace va être multipliée par un certain coefficient, la longueur réelle, pardon, va être multipliée par certains coefficients pour obtenir la longueur efficace. Et ensuite, pour calculer la largeur efficace en elle-même, on va se baser sur l'Eurocode 2. Et comme vous le voyez à l'image ici, c'est une configuration qui peut être adaptée dans le solver de CI Engineer. Donc, vous allez pouvoir définir le ratio à mi-distance de la poutre adjacente. Donc, la largeur efficace, B efficace ici, va être divisée par la largeur qui est en fait la mi-distance entre cette nervure-là et la nervure adjacente. Par défaut, c'est égal à 0,2. On peut l'adapter. Voilà. Donc, et pour les paramètres, pour la longueur efficace, que ce soit pour une poutre simple, travée intermédiaire, etc., on retrouve les valeurs qu'on avait vues dans l'image précédente, mais vous pouvez les adapter également. Donc, si je reviens dans SIA, ceci est configuré ici dans Outils, Calcul des maillages et configuration du solver. Vous avez donc une partie dédiée aux poutres béton, aux nervures. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on peut adapter ces paramètres-là. Et vous voyez la référence à l'article correspondant de l'Europe. Et donc, ici, si je remets alignement bas, donc dans la forme automatique, qu'est-ce qui se passe? Si je lance le calcul de la largeur collaborante, il va le calculer pour toutes les nervures de cette plaque et vous voyez donc il dessine en gris les largeurs collaborantes de chaque nervure. Si je prends à nouveau celle-ci, ce que je pourrais faire, au lieu d'automatique, je peux mettre T symétrique et là, je mettrai la valeur moi-même, ou bien dalle à droite, ou bien dalle à gauche. Donc là, vous voyez, à chaque fois, la largeur collaborante ne sera que d'un seul côté. Et ça peut être dalle asymétrique. À ce moment-là, vous allez pouvoir renseigner deux valeurs différentes, par exemple 500 mm à gauche et 400 mm à droite. Et vous pouvez peut-être le remarquer, mais on a des valeurs pour les efforts internes et des valeurs pour les contrôles. C'est-à-dire que pour les calculs des efforts internes, il peut prendre une largeur efficace qui est différente que pour le calcul et la vérification du ferraillage après. Donc, c'est une option qui est proposée, mais par défaut, on prend bien sûr la même largeur pour les deux cas. D'accord? Et je vais passer donc au diapo à nouveau, juste pour vous donner une idée du calcul des efforts internes qui est réalisé pour ce type d'élément. Donc, pour les nervures, en fait, comme la section équivalente est créée, il va donc créer une section qui a une nouvelle rigidité qui prend en compte cette partie de la dalle qui fait partie de la largeur collaborante. Donc, il va, comme on dirait, diviser cette poutre, cette dalle, cette nervure, pardon, en trois parties. La retombée, qui est la partie 3, la dalle à gauche, la partie 1, et la dalle à droite, qui est la partie 2. Donc, par exemple, pour l'effort normal, ce sera la somme de l'effort normal développé dans ces trois parties-là. Et pareil pour les efforts tranchants. Pour les moments MY ou MZ, il y a une particularité, c'est qu'en plus de la somme des trois moments dans les trois parties, il y a l'effet du bras de levier. Donc, vous aurez, par exemple, le moment qui viendrait de l'essor normal développé dans la poutre, dans la retombée, multiplié par le bras de levier, qui est donc la distance entre la nouvelle position du centre de gravité de la section équivalente par rapport à la position du centre de gravité de la poutre en elle-même. Donc voilà comment SIA peut prendre en compte les efforts internes d'une manière exacte pour ce type d'éléments. Donc si je reviens dans SIA, je vous propose de passer dans un exemple que j'ai déjà réalisé qui en fait permet de comparer quatre cas de figure. Vous avez le premier cas de figure où on a quatre dalles qui sont appuyées sur les 9 photos qu'on voit ici et avec des poutres en fait simples créées sur les contours. Le deuxième cas de figure va être le même, sauf que cette fois-ci, ces poutres sont créées comme des nervures, mais qui sont centrées par rapport à la dalle. Donc, si je montre les volumes, vous voyez qu'ici, ces poutres sont centrées par rapport à la dalle. Dans le troisième cas, on va les modéliser de manière un peu plus exacte, où on aura une retombée. Donc, ces poutres-là ont un alignement bas. Mais il y a une dernière différence entre la troisième et la quatrième structure, c'est que dans la quatrième, on a une bonne dimension de la section, puisque là,
je prends une section qui a une hauteur de 200 mm, alors que dans la troisième structure, j'avais pris la section avec une hauteur de 400. Donc, c'est comme si je comptais la partie dans la dalle de fond. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer dans ces cas-là? Si on compare, par exemple, les efforts internes, les moments MY, donc je vais lancer un premier calcul, on va pouvoir vérifier qu'est-ce qui va être différent entre déjà le premier cas de figure et le second. Je vais donc demander les efforts internes MY et je vais le faire dans ce que j'appelle une sélection nommée dans laquelle j'avais sauvegardé mes poutres centrales ici. Donc, je n'aurai le résultat que sur celle-ci. Donc, dans une première option, je n'ai pas coché la nervure que vous voyez ici. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Il vous montre les efforts qui sont développés que dans la partie rectangulaire, dans la section de la poutre en elle-même. Et là, on a les mêmes moments dans les deux premiers exemples, puisqu'on ne prend pas en compte la partie de la dalle qui fait partie de la section équivalente. Si par contre, je coche l'option nervure et que je régénère, là, à gauche, il n'y a pas de modification, puisque c'était une poutre simple, alors que là, vous voyez la largeur collaborante, elle va permettre d'avoir un moment plus grand puisqu'il y a la contribution de la dalle. Voilà donc la différence. Et on va voir donc que les valeurs ne sont pas les mêmes dans les trois derniers cas. Effectivement, dans ce cas-là, on aura le moment le plus grand parce que c'est ce cas-là où on a une excentricité puisque la poutre est placée en bas. Et en plus, on a une section plus grande que dans la quatrième structure. Donc, voilà pourquoi le moment le plus grand est développé ici. Comment est-ce qu'on pourrait vérifier aussi que ces efforts sont bien calculés? C'est parce qu'en fait, SIA vous propose également d'utiliser ce qu'on appelle un élément d'intégration que je vais afficher à l'instant. Cet élément, en fait, c'est un élément fictif volumique que vous voyez ici, qui va intégrer les résultats des éléments qui sont à l'intérieur. Donc, il va intégrer dans ce cas-là les efforts qui viennent dans la dalle et dans la poutre. Donc, si je prends cet élément d'intégration, je prends en même temps ma nervure, je vais demander à nouveau les efforts internes pour cette sélection-là et je régénère. Et là, vous voyez que les efforts sont vraiment les mêmes. Il y a une toute petite différence qui peut être due aussi à la taille du maillage employé pour chaque élément. Mais vous voyez qu'on a une très forte ressemblance dans les valeurs. Et donc, si je décoche l'option nervure, je ne prends que les valeurs qui sont dans la poutre, on voit que on a une différence dans les valeurs puisque on ne prend plus la part qui est dans la dalle, alors que l'élément d'intégration la prend en compte. Donc voilà comment on peut vérifier que les efforts internes sont bien calculés avec l'option nervure. Et une dernière chose à voir avant de passer au ferraillage, c'est qu'en fait, l'option nervure est intéressante quand on regarde les efforts 2D également. Parce qu'en fait, on peut demander des valeurs qui ne prennent pas en compte le fait qu'il y a une nervure et des valeurs dans le cas de figure, on prend en compte ceci. Donc, si je demande par exemple un moment MY dans métal, sans cocher l'option nervure, pour les deux premiers cas, par exemple, on a les mêmes valeurs parce qu'on a la même rigidité, les poutres sont les mêmes et elles sont centrées par rapport à la dalle. Si par contre, je coche l'option nervure, je régénère, là, en fait, dans le deuxième cas de figure, où on a la nervure, le moment va être nul ici. Parce qu'on va se dire que ce moment est déjà pris en compte dans la barre, dans la nervure, et donc dans la dalle en elle-même, on ne va plus prendre en compte ce moment et il ne va pas être considéré dans le calcul du ferraillage. On va considérer qu'on a déjà du ferraillage placé dans cette dalle, dans la section équivalente en T ou en L qu'on aurait créée pour la nervure. Et une dernière chose donc à voir en passant à nouveau dans les slides, c'est la possibilité du calcul des ferraillages pour ce type-là. En fait, SIA vous propose un modèle préconfiguré qui est personnalisable pour le ferraillage. Donc, vous allez pouvoir choisir le diamètre par défaut et le nombre de barres en haut ou en bas et le nombre de lits éventuellement. Ceci va être comparé à un ferraillage théorique. S'il est suffisant, le ferraillage va être placé tel quel. S'il n'est pas suffisant, le logiciel peut vous proposer un ferraillage additionnel selon les règles que vous aurez préétablies. Donc, vous pouvez lui dire qu'il voulait forcément un diamètre 16 et c'est à lui de voir quel est le nombre de barres à rajouter. Une fois que c'est fait et que c'est vérifié,
il va vous créer donc un ferraillage pratique réel en 3D qu'on va voir directement dans la structure, comme vous voyez ici. Et donc, je vais passer à nouveau dans SKIA et je vais vous montrer un exemple d'un calcul de ferraillage pour une certaine nervure ici. Donc, si je prends par exemple celle-ci, on peut déjà voir le modèle défini. Vous voyez, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Et là, on pourrait changer le nombre et on pourrait même, pour le ferraillage additionnel, lui dire quel type de diamètre on voudrait avoir et filtrer le nombre de barres supplémentaires qu'on voudrait qu'il rajoute. Et donc là, je vais demander mon ferraillage défini. Il va l'afficher graphiquement. Ça prend un instant. Donc là, vous le voyez en termes de millimètres carrés. On pourrait même le voir sous forme de diamètre, de nombre de barres et de diamètre, comme ceci. Vous voyez qu'il évolue. Donc sur les appuis, on a un ferraillage sur le niveau supérieur qui est plus grand et qui est réduit le long de la barre. Et dans la travée, c'est plutôt au milieu de la travée, on a le ferraillage le plus grand. Et donc, il suffit de cliquer sur conversion en barre réelle et là, on aura le vrai ferraillage qui sera placé dans la nervure, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, voilà un petit peu en résumé pour les nervures. Donc, je vous propose de passer aux questions à nouveau, si vous en avez. Donc, je vais vérifier dans le chat si on a des questions. Pendant ta Oui, présentation, il y a eu d'autres questions qui sont arrivées, Tarek, mais oui, plus, je je pense, suis en en train de première lire. partie sur notamment des vérifications de flèches, pour le coup. Je ne sais pas si tu Oui, pouvais aller voir. il y a question de, j'ai pas encore vu, c'est plutôt pour l'acier ou pour le béton, parce que c'est un peu différent dans les deux cas. Est-ce que c'est mentionné? Je dirais, tu vas regarder, je pense que c'est pour le bois, Ah, c'est si pour je le dis. bois, d'accord. Ah oui, pour le bois, c'est vrai que c'est un module qui est plutôt assez similaire à l'acier, mais effectivement, on a un peu moins de détails qui ressort. Donc, si vous voyez que la valeur unité, c'est que c'est un module qui doit être encore développé un peu plus pour qu'il soit similaire à ce qu'on voit pour l'acier. Je pense que c'est en cours de développement là-dessus. Et ensuite, dans la partie modélisation, il y avait la fonction dessinée à partir de. Cette fonction n'existe plus. Si vous parlez de la fonction dessinée à partir de, donc si je prends par exemple ici, je vais prendre un panneau de saisie. Imaginez que vous avez créé ici une ligne de dessin. Désolé. Voilà. Si vous importez un DWG en DXF, ou bien vous avez une ligne de dessin, imaginez que je crée une petite ligne à ce niveau-là, et je veux créer à partir de ma ligne de raccourci ici une barre. Je peux dire ici que cette barre va être destinée avec sélectionner une ligne. On va dessiner cette barre directement sur cette ligne existante. Donc ça va transformer cette ligne de dessin en une barre réelle. Donc vous l'avez toujours, c'est avec donc l'option, si j'ai bien compris votre question, c'est avec l'option ici, sélectionner une ligne. Après, on a une autre question. Peut-on définir une nervure de hauteur variable? La nervure de hauteur variable. Théoriquement, je pense qu'on pourrait le faire, mais ce serait à tester. C'est vrai que je vous avoue que je ne l'ai pas encore testé, mais je pourrais vérifier et revenir vers vous. Parce qu'en fait, il y a l'option section variable qui est disponible dans SIA, mais je ne l'ai jamais appliqué à une nervure. Donc, Donc, ce à serait contrôler pour le coup, à pour cette contrôler. fonction-là. Oui, oui. D'accord, ok. Merci, Tarek. Toujours dans la partie DAL, est-ce que SIA arrive à donner les résultats pour les bacs collaborants de, de manière à... Alors, je reprends la question, pardon. Oui. Est-ce que SIA arrive à donner les résultats pour les bacs collaborants de la même manière que les dalles nervurées, pour l'interrogation, ou même des tables de compression et des bacs acier à part? Oui. Est-ce que ça se gère de la même manière, en fait? Oui, pour les éléments mixtes, pour les dalles mixtes avec des bacs collaborants, on pourrait effectivement avoir des résultats similaires, mais ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'il y a une particularité pour ce type d'élément, c'est qu'on peut choisir s'il va se comporter comme un diaphragme rigide directement, ou bien un diaphragme flexible ou semi-flexible.
Et là, la dernière option, ce serait de dire qu'on voudrait un calcul élément fini. Donc, il va à nouveau calculer la rigidité de de cette dalle à partir des dimensions réelles. Et dans ce cas-là, on retrouvera ce qu'on a pour les dalles en béton nervuré classique. Mais si on choisit le diaphragme rigide, ça sera plutôt un élément qui ressemblerait plus à un panneau de charge virtuel qui reprendrait les poids propres qui vont être calculés automatiquement pour le béton et pour la tôle en acier et pour le bac acier mais on n'aura pas la représentation des efforts internes similaires aux dalles classiques. Voilà, il va falloir faire un choix à ce niveau-là. Est-ce qu'on veut un diaphragme ou bien un comportement élément fini classique? Voilà. Et, euh, et pareil, mais par contre, si vous avez qu'un bac tout seul, vous pourriez effectivement le garder comme un panneau de charge avec un comportement flexible, ou bien également aussi un comportement élément fini standard. Ok, ok. Merci Tarek. On nous demande si on pourra partager les modèles à l'écran, les modèles de dalles nervurées. Donc oui, il n'y a aucun problème. Oui. On vous les mettra à disposition effectivement par mail. On a une question qui touche plus maintenant le calcul également sismique, c'est-à-dire Oui. est-il possible d'intégrer un ferraillage connu et vérifier la capacité de déformation des rotules plastiques pour le calcul sismique et avoir une redistribution des efforts? Je pense que tu dois avoir la même question que moi. Oui, il y a effectivement la possibilité de calculer des rotules plastiques dans C-Engineer. C'est en fait disponible, mais il tient pas en compte réellement du ferraillage connu. Donc, c'est quelque chose à développer, effectivement. Ouais, je pense que Donc, c'était une limite pour le coup. ouais, Oui. une limite. Ok, ok. Et une autre question qui doit concerner aussi, je pense, une limite de modélisation. Dans le cas où on a une dalle au-dessus d'une poutre métallique, mais la dalle n'étant pas liée à la poutre Mhm. par des liaisons, est-ce qu'on a une astuce de modélisation pour que si la dalle vient à se déformer et rentrer en contact de la poutre, à ce moment-là, les efforts soient repris sur la poutre? Ah, d'accord, c'est à partir d'un. Comme une notion de contact en quelque sorte que l'on Oui. n'aurait pas. Oui. Donc ça, je ne pense pas que J'imagine que ça c'est compliqué à mettre en place. On a effectivement la notion dans les non-hérités de barre de dire qu'on a l'option contact. Donc, on va imposer que à partir d'une certaine déformée, la barre va commencer à reprendre des efforts. Mais effectivement, ce serait difficile de mettre en place ça avec une dalle. Euh, J'imagine, oui, pour être franc, j'imagine que ça va être compliqué à mettre en place pour l'instant. Merci. il faudrait caler le modèle exactement avec les conditions non linéaires exactes pour correspondre, donc qui vont Oui, dépendre d'un. c'est Ça vrai. paraît effectivement un peu compliqué pour le coup. Oui. Ok, on reprendra de toute façon les questions, je pense, après le webinaire, voir si on n'en a pas, on en a pas Mhm. oublié. Compte tenu du timing, est-ce qu'on peut encore rebrosser les dernières questions avant de passer ma présentation? Est-ce que Oui, tu envoies d'autres, toi, de ton nouveau? Vérifiez j'essaie de peut-être dans le voir chat. encore. Euh, non, j'en vois plus d'autres pour l'instant. Ok. Je crois qu'il y avait une Pour l'instant. différence de l'approche sur une flèche en déformée relative et déformée absolue. Est-ce que tu Ah, revois celle-là, j'ai cette pas vu. question? Non. Oui. Ah oui, non, je la vois pas encore. Euh, Tu peux la lire peut-être? Comme ça, Ben, je vois Ah, juste déformation relative et absolue. ah, d'accord. Euh, donc, Déformation oui, il actuelle. doit nous manquer le début de la Ok. question. Oui, en fait, on pourrait le voir effectivement directement dans SIA. Je vais lancer, pardon, je vais repartager mon écran parce que je t'avais redonné la, la main. Je relance un petit calcul. Donc, il y a effectivement la notion de déformation relative et déformation absolue dans SIA Engineer. En fait, la déformation relative, c'est vraiment la déformation en deux appuis pour cette poutre-là, par exemple, alors que la déformation absolue, ça tient en compte si vous avez plusieurs étages, vraiment de la déformation totale de la structure, par exemple. Donc là, si je vais voir les déformations 1D, je sélectionne cette barre, par exemple, je mets actuelle. Donc on a des déformations classiques qui sont les déformations absolues. Donc si je mets UZ, ça va être la déformée verticale.
qu'on va voir ici. Et vous voyez que sur les extrémités, ce n'est pas forcément nul. Donc si à l'extrême, je mets plutôt local, on va voir ici que vous avez déjà un déplacement de moins 0,5 qui est dû au poteau qui se déforme un petit peu vers le bas. Si plutôt je mets des déformations relatives, là, j'aurai en fait des déformations nulles aux appuis, comme vous voyez ici. C'est vraiment la déformée de la travée par rapport aux appuis de la barre. Et donc là, en déformation relative, vous n'avez que les directions Z et Y locales qui sont disponibles. Et vous pouvez même demander la valeur relative dans le sens où je vais vous dire, par exemple, c'est L sur 1427, par exemple. Donc c'est par rapport à la longueur de la barre, quelle est cette déformée relative. Et c'est cette déformée relative qui est prise en compte dans le contrôle de la flèche plus tard, dans le menu acier, par exemple, ou le menu béton. Ok, ok Tarek, merci. On va prendre peut-être cette dernière question avant d'un petit peu avancer. Est-il possible de modéliser une dalle et une poutre séparément Mhm. et par la suite faire en sorte que la poutre soit considérée comme une nervure? Oui, donc en fait, imaginez que là, j'avais créé ces poutres comme des poutres classiques, en fait. Si je me dis non, au final, je veux les avoir comme des nervures, si je sélectionne ma poutre et la dalle, on a en fait l'option connecter les barres et nœuds. Et dans celle-ci, il faut cocher l'option connecter les éléments 1D comme nervure. Si c'est coché, il va vous transformer cet élément en nervure. Vous voyez, donc maintenant on a cette largeur collaborante qui est visible et c'est devenu un élément de type nervure de plaque. Donc il faut faire attention quand même avec cette option. Si rien n'est sélectionné, il va essayer de connecter toutes les poutres de vos projets à vos dalles comme des nervures. Donc il faut vraiment en amont sélectionner les poutres et les dalles qui vous intéressent pour les connecter comme nervures. Très bien. Et puis une dernière question, vérification d'éléments béton existants avec un ferraillage connu. Oui, ça c'est possible effectivement. Donc on a l'option ici dans le menu béton de rajouter un ferraillage réel, que ce soit un ferraillage 1D pour les barres ou un ferraillage 2D pour les dalles. Et à ce moment-là, on pourra en fait, donc si je prends un exemple, je prends un ferraillage élément 2D et je vais le placer sur cette dalle-là. On peut prendre des barres manuelles ou bien même des treillis. Je peux prendre, je copie tout, voir le projet. Je peux prendre un ST par exemple, on va dire les ST qui sont normalement là. Désolé, je suis allé un peu trop vite. Voilà, par exemple un ST 50 ou 60. Je le rajoute sur le niveau inférieur, face inférieure ou supérieur. Et là, si je le dessine sur ma dalle, donc là, le ferraillage est bien placé. Je lance un petit calcul rapide. Voilà. Et donc, en fait, dans mon contrôle du ferraillage, donc je vais pas expliquer en détail maintenant, mais dans le conception du ferraillage des éléments dalle, je peux demander un ferraillage fourni utilisateur qui prend en compte le ferraillage utilisateur. Donc, il prend en compte ce ferraillage manuel qu'on vient de demander. Et si je regarde la face inférieure où j'ai mis mon ferraillage, il va vous dire, bon, voilà, j'avais juste sélectionné le ferraillage, pardon. J'ai sélectionné ma dalle. Il va vous dire donc qu'il y a déjà un ferraillage existant. Il va lui rajouter un ferraillage supplémentaire si nécessaire. Donc là, on voit les F9 tous les 100 du, euh, du treillis qu'on a rajouté, qu'on a créé, et les F10 tous les 150 supplémentaires ici pour que ça soit vérifié. Donc voilà, c'est une option de vérifier avec un ferraillage existant. Très bien. Et dernière petite question avant que j'enchaîne. Est-ce qu'on SIA prend en compte les notions de court terme, long terme? Est-ce qu'il y a ce type de solutions également? Oui. Donc pour les structures béton, on a l'option dans le menu béton de cocher la prise en compte du filage ou pas. Donc ici, dans la partie générale, pardon, voilà, vous avez la possibilité de tenir en compte le retrait et pour le fluage, on peut lui demander de calculer automatiquement le coefficient de fluage ou bien on peut l'introduire
manuellement. Donc, dans le contrôle de la flèche à long terme, par exemple, il va prendre en compte le filage et du coup le retrait. Et il va donc utiliser le nouveau module Young ou la nouvelle rigidité du matériau. Et pareil pour le calcul des fissures, vous pourrez vous prendre en compte euh, la vraie rigidité à long terme avec l'influence du fluage. Voilà. Ok. Alors, on a pas mal de questions qui continuent d'arriver, donc on va continuer à en prendre au moins deux. Est-ce qu'on peut obtenir le diagramme d'interaction de la poutre avec le ferraillage établi? Oui, donc en fait, euh, quand on a un ferraillage existant, on peut faire le contrôle. Donc le contrôle, il n'est réalisé que, il n'est bien réalisé que dans le cas où on a un ferraillage. Effectivement, si comme pour la dalle ici, on met un ferraillage manuel, on peut le contrôler, on peut avoir le diagramme d'intégration en tenant compte de ce ferraillage manuel qu'on aurait introduit. Effectivement. D'accord. Ouais. Ok. Et puis, je vais prendre cette dernière question, après vraiment, je vais enchaîner. Comment appliquer une nervure entre deux dalles différentes? Va-t-elle tenir compte des deux dalles, par exemple, de dalles d'épaisseur différentes? Normalement, oui. Ici, par exemple, les nervures qui sont créées, elles sont des parts et d'autres de ces deux dalles-là. Si effectivement, ici, pour l'une des dalles, je change l'épaisseur, il va pouvoir tenir en compte de ceci. Parce que, comme vous le voyez, si je reviens un petit peu dans mes diapos, ici, vous avez en fait le calcul des efforts internes qui peuvent être du côté gauche et côté droit. Et comme vous voyez sur ce petit exemple, on n'a pas forcément la même épaisseur des deux côtés. Donc, il arrive à tenir compte de ceci. Il suffit juste de modifier l'épaisseur de la dalle d'un côté ou de l'autre. Voilà. Ok. Eh bien, parfait. Je te propose de me redonner la main, puis on reprendra Ouais. peut-être le fil des questions. Donc, n'hésitez pas à continuer à compléter vos questions dans la zone de commentaires. Voilà. Donc, normalement, vous devez voir la diapo nommée licensing et packaging, c'est bien ça? J'imagine que oui, je crois. Alors, cette partie-là va me permettre de remettre en avant une des forces de SIAS, c'est la liberté dans le choix de votre licence, notamment concernant des configurations qu'on a déjà préétablies avec ce qu'on appelle nous dans notre jargon des éditions, des packages préétablis. Également la possibilité de venir rajouter des modules. Ces éditions, ces packages préétablis sont spécialisés par discipline. Il existe des éditions acier, des éditions plutôt liées pour le béton armé ou pour les ouvrages d'art. On peut toujours rajouter un module supplémentaire à une édition si on a besoin d'un type de calcul particulier. Et dernier point, et non des moindres, pour ceux qui ont plusieurs licences, vous avez la possibilité de jouer sur une dégressivité tarifaire en fonction du nombre de postes que vous avez. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir adapter votre licence en fonction de vos impératifs de projet, impératifs de production. Et je rappelle qu'au niveau de SIA, vous pouvez soit choisir effectivement des licences perpétuelles, c'est généralement ce qu'on nous demande dans 90% des cas, mais il y a également des possibilités de location ou de souscription. Location, ce sera plutôt une notion de location mensuelle, et souscription, on sera plutôt sur des délais plutôt d'un an. Concernant la partie tarification, également, on vous les mettra à disposition. Les principales éditions sont présentées à l'écran. Donc, vous retrouvez l'édition acier à 7 400 €, aux mêmes conditions que l'édition concept. L'édition professionnelle, qui est plutôt une édition qu'on va conseiller dans le domaine des ouvrages d'art, à 12 600 €. Et puis après, on va vraiment monter sur des modules d'analyse très poussés avec l'édition expert ou l'édition ultimate. Ce qui m'amène à une transition très importante qui concerne aujourd'hui effectivement la partie module. C'est-à-dire que la SIA Ingénieur est composé d'une trentaine de modules présents dans les éditions. On va retrouver des modules dédiés et spécifiques à la modélisation. Quel type d'éléments on va utiliser? Est-ce que ce sont les éléments les éléments surfaciques? Est-ce qu'on a besoin de structures paramétriques? C'est ce que Tarek nous a fait voir en directement faisant apparaître un portique présaisi. Donc, vous pouvez aussi créer vos propres blocs paramétriques. Ça va dépendre également des charges que l'on aura. Après, on aura des modules spécifiques sur la partie interopérabilité,
la partie process BIM, la partie lien propriétaire avec des logiciels comme Allplan, des logiciels comme Revit, des logiciels comme Tekla, le type d'analyse, les analyses non linéaires, dynamiques, le calcul par phase, les contrôles normatifs liés à un matériau, donc la partie acier, le feu, les structures mixtes, les assemblages, des modules spécifiques pour les échafaudages, et en béton, l'équivalent pour le contrôle au feu, le contrôle réglementaire à l'Eurocode 2, la partie pré-contrainte ou la partie plancher. Et puis pour les autres matériaux, on a également des éléments de vérification pour l'aluminium par exemple, par rapport à l'Eurocode 9 ou le bois par rapport à l'Eurocode 5 ou également le verre. L'objectif pour nous, il est bien sûr de vous proposer des licences qui soient évolutives en fonction de vos projets. Et donc sur l'écran à droite, vous retrouvez la liste complète de tous ces modules, effectivement qu'on vous retransmettra pour ceux qui ont suivi le webinaire, avec quel module est composé dans quelle édition et quel module peut faire l'objet d'une évolution sous la forme d'une option. Concernant notre protection, c'était un point qui était aussi important que j'avais noté dans notre agenda. Depuis maintenant plus de 2 ans, SIA propose une protection à travers le cloud qui permet d'avoir une gestion beaucoup plus simple des licences. On n'a plus besoin de clés, on n'a plus besoin de réseau, on n'a plus besoin d'embêter votre service informatique pour gérer des serveurs. L'objectif, c'est de gagner du temps en termes d'installation, de paramétrage, et puis également de ne plus avoir de conflit de driver avec d'autres logiciels qui seraient protégés par des clés USB. L'accessibilité, elle est relativement simple, vous pouvez travailler de partout, dans tout temps. La seule chose qu'on va vous demander, c'est d'avoir effectivement un accès Internet, et votre licence, en fait, ne va plus dépendre du poste sur lequel vous êtes, mais va vraiment dépendre de ce qui sera paramétré au niveau de vos licences cloud. Vous allez avoir la possibilité, votre administrateur aura la possibilité d'activer votre licence. C'est l'administrateur qui va gérer effectivement les personnes autorisées en termes d'accès. Et on a la possibilité, pour ceux qui auraient plusieurs licences, de les dissocier à travers différents numéros de licence. La meilleure, je dirais, la meilleure image à garder de cette protection cloud, c'est bien des licences réseau. Donc, qui veut dire licence réseau? Ce sont des licences qui sont partageables en fonction du nombre de licences que vous avez, en fonction du nombre d'accès que vous avez, et partageables par les personnes qui seront déclarées par votre administrateur. En termes de mobilité et de compatibilité, on nous pose souvent cette question-là. Il y a une compatibilité avec les versions supérieures à la version 18, donc il ne faut pas vous inquiéter sur vos anciens projets. Vous pourrez les piloter également avec la protection cloud. Et en cas de besoin, si vous contactez le support, on peut également prévoir des modes remote si vraiment vous êtes déconnecté d'Internet pour une mission ou un élément où vous n'auriez pas accès au net pour le coup. Et dernier point, si vous êtes toujours détenteur de clés USB, n'hésitez pas à contacter votre responsable commercial pour voir l'éligibilité de votre licence, l'éligibilité de votre clé actuelle à un passage en protection cloud. Avant de conclure, je vais peut-être reprendre 2 minutes le fil des questions. On va voir s'il y a eu des questions sur la partie cloud. Je ne sais pas si Tarek, toi de ton côté, tu en as vu sur cette partie protection. Je n'ai pas encore vu de mon côté, je vais vérifier à nouveau, mais On va prendre 2 minutes. Voir s'il y a des questions précises sur ces protections cloud. Donc je réinsiste, hein, c'est comme une licence réseau, c'est des licences qui sont partageables, c'est votre administrateur qui a la main au sein de votre entreprise pour inviter les personnes à utiliser votre licence. Bon, apparemment, il n'y a pas de questions sur le cloud. Je n'en vois pas, tout au moins. OK. Mais écoutez, je vais passer donc à... Il est temps maintenant de conclure, de vous remercier de nouveau d'avoir assisté à ce webinaire. Avant de vous libérer, je vais revenir sur 3 points fondamentaux pour nous. SIA, le premier concerne notre support technique. Notre support technique est de très haute qualité. Vous avez un accès illimité au support. Tout le monde reconnaît la qualité de notre support. On traite 90% des demandes dans un délai de 24 heures à 48 heures. On peut faire de temps en temps des missions également de consulting sur des projets spécifiques. Donc vraiment, vous avez un accompagnement si besoin pour que vous perdiez le moins de temps possible. Le deuxième élément qui tient à cœur, c'est la formation.
Donc là aussi, on a des programmes sur mesure qui existent avec des thématiques prédéfinies, mais on peut très bien monter des stages personnalisés avec des programmes vraiment préparés pour vous en fonction des attentes que vous avez sur un projet. Ces stages peuvent être sur site, chez nous ou en visioconférence. Et puis, il y a effectivement un certain nombre de webinaires qu'on essaye d'avoir très régulièrement sur des sujets pointus, des sujets techniques. N'hésitez pas à nous soumettre effectivement ce type de sujet. L'objectif, c'est d'optimiser votre phase d'apprentissage et de ne pas perdre de temps, effectivement, quand vous découvrez soit un nouveau module, soit carrément une nouvelle version de SIA. Et le dernier élément qui nous tient à cœur, c'est l'évolution de nos logiciels, une évolution qui va répondre aux attentes des utilisateurs. On fait des enquêtes chaque année sur les souhaits d'évolution au niveau des versions. Il y a des versions majeures qui sont éditées chaque année en suivant un processus qualité très strict. Donc vraiment, on est en écoute constante, en amélioration depuis des dizaines d'années. Et je reviens sur l'introduction. Le calcul de structure, c'est l'ADN de SIA, avec effectivement le logiciel phare SIA Engineer. Je reprends 2 minutes, un petit coup d'œil sur l'écran, sur les questions. Il semble qu'il n'y en ait plus. Donc, je vous remercie de nouveau de votre participation. J'espère que ce webinaire vous a plu. On va le mettre en ligne et on n'hésitera pas à reprendre contact avec chacun d'entre vous dans les jours à venir. Merci à tous, très bonne fin de matinée et à bientôt.